Alors, dans cette 5e et dernière vidéo sur le chapitre 28, on s'intéresse à un 3e exemple d'addition électrophile, cette fois l'addition du N-bromosuccinimide. Alors, le N-bromosuccinimide, vous avez sa formule ici, on va en reparler tout à l'heure. Pour l'instant, il est représenté dans votre document sous l'acronyme NBS, N-bromosuccinimide. Donc, il est présent ici, il est présent ici, il est présent ici et il est présent là. Sur ces différents exemples, vous notez les produits que l'on obtient qui ne sont pas toujours les mêmes. À chaque fois, on a quand même un atome de brome. Donc, dans l'exemple numéro 1, ici, le brome qui vient du N-bromosuccinimide, on en parlera tout à l'heure, ici et ici. À chaque fois, je vous identifie la double liaison qui a été transformée. Donc, la double liaison transformée, ici, vous la retrouvez uniquement sous forme de liaison sigma là, entre ces deux atomes de carbone. Ici, vous la retrouvez là, la liaison sigma qui n'est pas modifiée. Et ici, la double liaison et la liaison sigma qui n'est pas modifiée. Ici, double liaison, ici, liaison sigma non modifiée. Alors, vous pouvez déjà remarquer que l'atome de brome, ici, se place régiosélectivement sur le carbone le moins substitué. Ensuite, donc, l'autre groupement additionné, puisqu'on a vu quand on avait une addition électrophile, il y a bien sûr un électrophile qui est ajouté. Donc ici, ça sera l'atome de brome, j'en reparle tout à l'heure. On a également un deuxième substituant additionné. Donc ici, c'est un groupe hydroxyle. Ici, c'est un atome de fluor qui vient de l'acide fluorhydrique ici. Et ici, vous avez un groupement méthoxy qui provient du méthanol. Enfin, dernière chose à repérer sur ces exemples, c'est la température à laquelle on travaille. Vous voyez une température ici comprise entre 0 et la température ambiante. Donc, comme les additions électrophiles précédentes, on peut se contenter de travailler à température ambiante. Il n'est pas nécessaire d'apporter de l'énergie sous forme thermique pour que la réaction se fasse. Pour noter aussi ici la chimiosélectivité, ici les doubles liaisons du cycle aromatique ne sont pas impactées par les additions électrophiles. D'accord? Donc, pas d'addition électrophile ici sur ces doubles liaisons-là. Alors, tous ces résultats sont ensuite synthétisés ici dans les propriétés générales. La première chose que l'on va faire, c'est d'écrire le bilan de la réaction entre l'alcène, donc on va choisir un alcène quelconque, et le N-bromosuccinimide. Alors, vous remarquez ici ce que nous n'avions pas dans les autres situations. On est en présence d'un nucléophile que l'on note NU. Voilà, donc je vais écrire à la main ce que l'on obtient. Alors, tout d'abord, ce N-bromosuccinimide. Donc, le N-bromosuccinimide, N comme azote, bromo comme brome, et succinimide, vous avez donc un cycle de 5 atomes de carbone, pardon, un cycle à 5, mais 4 atomes de carbone seulement, puisque l'atome d'azote est le 5e chaînon du cycle, et en alpha de l'azote, des groupements carbonyles. Donc ça, c'est le N-bromosuccinimide. Il réagit en présence d'un nucléophile, et d'un alcène. Donc en général, ce nucléophile est porteur d'un atome d'hydrogène. Regardez de nouveau les exemples que vous avez au-dessus. Le nucléophile, ça pouvait être le méthanol, donc avec méthoxy et un hydrogène. Ça pouvait être l'acide fluorhydrique, donc avec le fluor et un atome d'hydrogène. Ça pouvait être la molécule d'eau, donc avec OH et un atome d'hydrogène. Et je fais réagir ça sur un alcène, donc par exemple comme ceci. R1, R2, R3. Et donc le bilan de la réaction, c'est l'addition de NU et de BR sur l'alcène. Donc vous allez obtenir quelque chose comme ça. Je ne parle pas pour l'instant de stéréosélectivité. Donc on a vu que l'atome de brome allait se placer sur le carbone le moins substitué, donc ici. Et le nucléophile va se placer sur le carbone le plus substitué. Donc ça, c'est la régiosélectivité. Et vous allez obtenir l'atome d'hydrogène, lui, va venir ici remplacer le brome sur le N-bromosuccinimide. Et donc, on va obtenir cette molécule.
Voilà le bilan de la réaction. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'addition du brome et du nucléophile sur notre double liaison, hein, c'est ça qui nous intéresse. Donc l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, quand on travaille dans l'eau, donc c'est ici NuH, c'est la molécule d'eau. Donc ce qu'on va additionner, c'est un groupe hydroxyle, et donc ici on forme ce qui s'appelle une bromhydrine. Donc pareil, là je répète qu'on travaille à basse température, hein, donc ici vous avez le bilan. Hop. Voilà. Alors je repasse sur le poly. Donc ici je vous parle de façon un petit peu plus précise du réactif N-bromosuccinimide, et je vous ai noté ici les différentes électronégativités de l'atome d'azote et de l'atome de brome. Donc 3,04 et 2,96 pour le brome. Qu'est-ce qu'on en conclut de ça? Eh bien, on en conclut la polarité de la liaison azote-brome avec un pôle positif sur l'atome de brome et un pôle négatif sur l'atome d'azote. Ce qui veut bien dire que notre Br, ici, l'atome de brome, va jouer le rôle d'électrophile. Donc c'est lui, en fait, qui est l'électrophile et qui va pouvoir réagir avec la double liaison de l'alcène. Alors, ensuite, je passe à la page suivante. La réaction est stéréospécifique anti, donc ça c'est les résultats à connaître. On va le voir ça sur le mécanisme en dessous. Donc elle est stéréospécifique anti. Ça veut dire qu'en fait le nucléophile et l'électrophile vont s'additionner de part et d'autre d'un plan moyen de la molécule, et la réaction est régiosélective. Alors le mécanisme, vous l'avez ici détaillé. Donc première chose, l'alcène qui est représenté ici dans un plan. Hein, vous voyez, j'ai tracé le plan moyen de la molécule. Et donc, il y a un mécanisme concerté avec, donc, là, c'est deux choses différentes. Hein. En rouge, ici, vous avez l'addition par le dessus, et en bleu, vous avez l'addition par le dessous. Donc, quand vous écrirez le mécanisme, vous choisissez un côté d'attaque, soit vous représentez l'addition sur le dessus, soit vous représentez l'addition sur le dessous. A priori, il n'y a aucune raison que l'attaque se fasse plutôt sur le dessus ou plutôt sur le dessous. C'est pour ça qu'ici, je vous ai écrit que vous aviez 50% et 50% de ces deux espèces chimiques. D'accord, donc ici, premier déplacement d'électrons, le doublet pi de la double liaison carbone-carbone vient se lier sur l'atome de brome, et un des doublets non liants de l'atome de brome vient se fixer sur l'atome de carbone qui est ici. Vous obtenez ce qui s'appelle, je vais vous l'écrire ici, ah ben non, c'est écrit déjà, pardon, ion bromonium ponté, ici, un ion bromonium ponté. Alors, pourquoi bromonium? Tout ce qui est en ion, on en avait déjà parlé, ça a rapport au fait que ce soit un cation, hydronium, oxonium, et puis ponté, ben parce que vous voyez bien ici ce qu'on peut qualifier de pont. Vous pourrez vérifier en regardant la disposition des différents substituants autour de cet atome de carbone et autour de cet atome de carbone que vous avez ici en fait une paire d'énantiomères. Vous pouvez aussi très simplement le voir si vous faites l'image dans le miroir. Donc je place ici un miroir. Là, si vous faites l'image dans le miroir, ici, vous allez bien voir que ces deux molécules sont images l'une de l'autre. Et si vous essayez de les superposer, elles sont non superposables. On a donc bien affaire ici à une paire d'énantiomères. Ce qui est écrit ici, c'est l'autre résidu de la transformation, hein, puisque ici, le doublet de la liaison azote-brome se rabat sur l'atome d'azote, qui est plus électronégatif, et vous obtenez ici une base. Dans cette molécule, ici, est une base de Bronsted, c'est-à-dire une espèce chimique qui est capable de se protoner. Deuxième étape, justement, cette base de Bronsted va réagir avec l'eau et vous formez ici un bon nucléophile qui n'était pas présent in situ qui n'était pas présent initialement, mais qui se forme in situ, on appelle ça in situ. Donc formation d'un bon nucléophile, je peux rajouter ici in situ, c'est-à-dire au cours de la transformation, ça se fait dans le milieu réactionnel. Voilà, il y a un seul i. Voilà. Donc maintenant que vous avez ce nucléophile dans le milieu, vous avez ici une espèce qui est électrophile, et il va donc y avoir réaction de ce nucléophile sur l'électrophile. Donc j'efface tous mes petits schémas,
et je vous montre ça sur la troisième étape du mécanisme. Donc pareil, on peut attaquer n'importe lequel des deux énantiomères A et B formés. Donc ici, j'ai représenté l'attaque de l'énantiomère A. Et ici, c'est l'énantiomère B que j'ai renversé. Il a fait une rotation de 180 degrés. Donc, attaque sur l'énantiomère A qui va nous conduire à ces deux espèces et attaque sur l'énantiomère B qui va nous conduire à ces deux espèces. Alors ici, vous voyez que j'ai distingué une attaque majoritaire sur ce carbone-là et une attaque minoritaire sur ce carbone-là. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. En fait, ici, vous avez des groupes qui sont des donneurs inductifs. Donc, je vais représenter ça par ces signes qu'on utilise pour représenter les donneurs inductifs. Donc ici, vous avez des donneurs inductifs qui font que la charge positive est davantage répartie sur cet atome de carbone ou se situe davantage sur cet atome de carbone que ici, parce que là, vous avez un seul effet inductif donneur. Donc, statistiquement, la charge positive est délocalisée sur les trois atomes et elle est davantage présente ici. Donc là, vous avez une charge positive plus importante qu'ici. Et donc, c'est pour ça que le nucléophile attaque majoritairement cet atome de carbone. Et donc, vous formez majoritairement cette espèce. D'accord? Alors là, il manque des représentations de déplacement d'électrons, hein, puisque quand vous avez ici l'attaque de ce nucléophile sur l'atome de carbone électrophile ici, il y a un déplacement d'électrons que je n'ai pas représenté, qui est celui-ci. Donc, avec le doublé de la liaison carbone-brome qui se rabat sur l'atome de brome et qui devient ici un doublé non-liant, en plus des deux autres doublés non-liants qui étaient déjà présents sur l'atome de brome. Un ici et un ici. D'accord? Donc il y a ouverture du pont. Le nucléophile se retrouve ici sur le carbone le plus substitué, et puis l'atome de brome, lui, se retrouve, comme on l'avait déjà dit tout à l'heure, sur le carbone le moins substitué. Minoritairement, vous avez donc l'autre attaque qui est possible sur ce carbone-là, moins substitué, mais cette molécule-là, ce produit-là, est obtenu de façon minoritaire. Donc ce que je traduis ici en écrivant majo et mino, c'est la régiosélectivité de la transformation. Maintenant, je m'occupe de l'énantiomère B. Donc je peux faire exactement la même chose. Alors pareil, il manque un déplacement d'électrons que je vous rajoute tout de suite, là. Une fois qu'on a le nucléophile qui attaque le carbone le plus substitué, n'oubliez pas que ici, le doublé de la liaison carbone-brome va se rabattre sur l'atome de brome et vous allez le retrouver ici sous forme de doublé non-liant. Donc je rappelle qu'il y a déjà deux doublés non-liants ici sur l'atome de brome et que l'on va retrouver bien sûr ici et ici. Donc cette espèce-là est obtenue majoritairement, comme tout à l'heure, la charge positive est statistiquement plus présente sur le carbone le plus substitué que sur le carbone le moins substitué à cause des effets, comme tout à l'heure, inductifs donneurs des chaînes alkyles qui sont ici, R1 et R2. Donc ce produit est obtenu majoritairement, là aussi j'illustre la régiosélectivité quand je dis que lui est obtenu majoritairement et que, je vais le noter ici, lui est obtenu de façon minoritaire. D'accord ? Les deux produits majoritaires ici sont deux énantiomères l'un de l'autre. Donc, comment on peut le voir sur cet atome de carbone que je vais mettre en évidence maintenant, cet atome de carbone ici, vous avez une inversion des substituants R1 et R2. D'accord? Et même chose ici sur cet atome de carbone asymétrique là, vous avez une inversion de l'hydrogène qui n'est pas explicitée et du substituant R3. Donc ces deux molécules-là sont des énantiomères qui vont être obtenues dans les mêmes proportions. Donc la réaction n'est pas énantiosélective. Par contre, les diastéréoisomères ne sont pas du tout obtenus. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Même ici, ce n'est pas le diastéréoisomère de cette espèce, hein. Là, c'est quoi la relation d'isomérie entre ces espèces-là? Ce ne sont pas des stéréoisomères de configuration. Ces deux espèces-là sont des isomères de constitution. Hein. Là, je précise, isomères de constitution. D'accord? C'est cette relation-là. Donc ici, parmi les 4 stéréoisomères que l'on pourrait obtenir, on n'en obtient que 2. On n'obtient pas du tout les deux autres. Donc on va dire que la réaction est stéréospécifique. D'accord? C'est ce qui est écrit au tout début là-haut.
je vais revenir dessus. La réaction est stéréospécifique, anti, parce que le mécanisme, et vous l'avez vu, il y a une addition en anti du nucléophile et de l'électrophile. Donc ici, on avait bien écrit que la réaction, la transformation même, était stéréospécifique anti. D'accord? Donc on va le repréciser encore là, en ajoutant, là je vais encadrer les deux énantiomères qui sont obtenus, et je vais écrire qu'on n'obtient pas les deux autres stéréoisomères. Sous-entendu, évidemment, de configuration. Je vous ai déjà dit qu'on ne s'occupait pas du tout ici de la stéréoisomérie de constitution. Donc, on n'obtient pas du tout les autres stéréoisomères. D'accord? La réaction est donc stéréospécifique. Petite remarque ici qui a évidemment son importance. Si vous avez, donc là, nous, on a fait réagir la molécule d'eau, mais si un autre nucléophile est formé in situ ou s'il est présent dans le milieu, alors c'est lui qui va réagir à la place de l'ion hydroxyde. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré l'exemple de HF. Si vous avez l'acide fluorhydrique dans le milieu, c'est HF qui se déprotonne et qui va vous conduire à l'ion fluorure. Et ensuite, CF- qui joue le rôle de nucléophile à la place de l'ion hydroxyde. Alors, voilà. Alors, les conséquences maintenant sur la stéréosélectivité et stéréospécificité. Donc ici, reprenons l'exemple du départ. Vous voyez que nous avions travaillé avec un alcène, supposons que R1 soit le groupe prioritaire, pour ça qu'il s'appelle 1, donc R1 prioritaire, R3 prioritaire par rapport à l'hydrogène ici. Donc on a l'alcène ici E, en configuration E. Avec le stéréodescripteur E, on obtient donc un couple d'énantiomères. Et si on était parti au départ avec l'alcène Z, on aurait obtenu l'autre couple d'énantiomères, les diastéréoisomères qu'on n'obtient pas là. Et donc voilà, c'est ça exactement la réaction stéréospécifique. Si vous partez d'un alcène, vous obtenez une paire d'énantiomères. Et si vous partez de l'isomère de configuration de cet alcène de départ, vous allez obtenir les deux autres énantiomères. Donc ici, il faut que j'écrive F-alpha et F-bêta. Voilà. Donc les entités chimiques des deux couples sont diastéréoisomères les uns des autres. Donc je vais vous représenter ça sur la feuille à côté. Je vais donc partir de l'alcène Z. Donc si j'utilise l'alcène Z au départ, alors il faut que je mette la vidéo en partage. Donc je pars de l'alcène Z, c'est-à-dire que cette fois, je vais avoir toujours R3 ici, l'atome d'hydrogène là, et cette fois j'inverse R2 et R1. Donc ça c'est prioritaire, lui il est prioritaire, donc vous avez bien ici l'alcène de configuration Z, c'est-à-dire le diastéréoisomère de l'alcène qui est dans votre poly. Je recommence en dessous parce que je ne suis pas dans le cadre de la vidéo. Clac. Donc H, R3, R2 et R1, vous êtes d'accord qu'on a le stéréoisomère Z. Première étape, donc on a dit que ça réagissait avec le N-bromosuccinimide. Donc on a un doublé non-liant déjà qui est présent sur l'azote. Donc je vous rappelle qu'à cause de l'effet inductif attracteur de l'azote, ici vous avez quelque chose qui est plutôt delta+. L'atome de brome possède toujours, comme tous les halogènes quand ils sont monovalents, 3 doublés non-liants. Cet atome de brome va faire un ion ponté avec l'alcène de cette façon-là. Donc le doublé non-liant qui vient créer une liaison avec l'atome de brome et le doublé non-liant du brome qui vient créer une liaison avec un atome de carbone de la double liaison. Et donc vous avez une réaction qui est renversable et qui conduit, on l'a dit tout à l'heure, à un ion bromonium ponté. Je vais donc dessiner les deux ions bromonium pontés puisque l'atome de brome peut venir par le dessus. Et donc on va obtenir ceci.
Et il peut aussi attaquer par dessous. Et vous obtenez donc l'énantiomère de l'ion bromonium que je viens de représenter. Vous obtenez cette espèce chimique. À partir de là, vous envisagez l'attaque nucléophile. Donc l'attaque nucléophile majoritaire sur cet atome de carbone ici. D'accord? Donc on avait l'ion hydroxyde tout à l'heure. Alors je vous rappelle, là je ne l'ai pas noté, hein, mais l'ion hydroxyde, il n'est pas présent initialement. On l'obtient par réaction donc, de la base avec la molécule d'eau, hein, base qui est formée lors de la première étape du mécanisme. Donc l'ion hydroxyde, il va attaquer majoritairement cet atome de carbone le plus substitué. D'accord? Il attaque en anti, donc c'est ça qui est extrêmement important, c'est-à-dire il attaque par là, et ensuite ça s'ouvre comme ceci, et donc vous allez obtenir OH. Ici, vous allez avoir R2 vers l'arrière, R1 vers l'avant, l'atome de brome, l'hydrogène et R3. D'accord? Et sur l'autre molécule, je change de couleur. L'ion hydroxyde va attaquer aussi en anti, donc comme ceci. Et il va y avoir ouverture de l'ion bromonium par là, ce qui va nous conduire donc à ce produit-là. Et maintenant, je vous laisse le soin de vérifier que les deux produits obtenus, les deux bromhydrines, hein, puisque ce sont des bromhydrines ici, sont énantiomères l'une de l'autre. Là, vous avez deux énantiomères, et que ces deux énantiomères sont diastéréoisomères de celles qu'on a obtenues précédemment quand on était parti de l'alcène, non pas Z, mais E. Donc là, on vient bien de montrer ce que c'était qu'une réaction stéréospécifique. Si j'ai l'alcène E, j'obtiens une paire d'énantiomères. Si j'ai l'alcène Z de départ, j'obtiens l'autre paire d'énantiomères. Voilà ce qui donc termine ce cours sur les additions électrophiles. Et donc, vous n'avez plus qu'à chercher les exercices.